Alors, nous allons reprendre notre discours. Alors, pour ça, rapidement, c'est notre ami et complice depuis toujours, Laurent Keinec, qui est rédacteur en chef de plusieurs revues spécialisées finances hospitalières et santé RH, qui va vous faire la présentation des orateurs. Merci Paul et merci pour toute cette organisation. Donc pour cette 4e table ronde, le docteur, ou bientôt docteur Casanova tout à l'heure a fait une transition puisqu'il parlait des chefs de médical, chefs de service et chefs administratifs. Autant dire que là, on va parler des relations entre les services médicaux et les services administratifs, relations qui sont organisationnelles, qui peuvent aussi être des relations de pouvoir. On va le voir à travers les pôles ou encore le dialogue de gestion. Et pour cela, on va recevoir successivement 4 personnes, 2 directeurs généraux d'hôpitaux, une DRH et également un chef de pôle. Donc on va commencer par l'intervention du professeur Jean-Michel Bartoli, qui est chef de pôle imagerie et médecine nucléaire à l'AP-HM. Merci. Merci beaucoup aux organisateurs de nous avoir proposé de venir travailler sur l'interaction et les relations entre les services médicaux et les services administratifs. C'est vous qui envoyez ou c'est moi qui envoie? C'est moi qui envoie. C'est vrai? Très bien. Donc, à l'occasion d'un projet que nous avons mené à l'AP-HM, que je vais prendre comme exemple, qui s'appelle IAM AP-HM, Imagerie Avenir Marseille AP-HM, je vais en profiter donc pour vous expliquer les transformations qui se sont opérées dans le pôle d'imagerie, qui se sont opérées au sein de nos relations avec l'administration, entre guillemets, ce sont des collègues avec lesquels on travaille quand même tous les jours, et qui ont un peu modifié le paysage et notre façon de collaborer et de travailler. Si vous voulez bien. Donc, nous sommes en 2017. Si on commence le début de l'histoire, nous sommes en 2017. Dans le pôle d'imagerie, et qui m'ont accompagné aujourd'hui, il y a Delphine Secondi, qui est attachée à l'administration du pôle et que je remercie. Et il y a Robert Valette, qui est au fond de la salle et qui est notre cadre supérieur de santé dans le pôle imagerie, qui regroupe tous les services de radiologie et de médecine nucléaire de l'AP-HM. Nous sommes à peu près 540 équivalents temps plein. Nous sommes sur 4 sites à l'AP-HM. Il y a un certain nombre de services de radiologie, de services de médecine nucléaire. Donc, on est à ce qu'on appelle un gros pôle. Et puis, à la direction des services biomédicaux et hôteliers, il y a une directrice qui s'appelle Mme Gerder et qui a ensuite été suivie par M. Halimi. Et nous discutons, nous avons d'excellentes relations. Et si je les nomme aujourd'hui, c'est qu'ils font évidemment partie de l'histoire. Donc, en 2017, quand nous discutons, radiologue, médecin nucléaire, pôle imagerie et nos collègues de la direction des équipements, eh bien, on est en grande difficulté. On a un contexte budgétaire et financier contraint qui continue à l'être, enfin qui à l'époque était très contraint, en particulier à l'AP, une capacité de financement, donc un programme pluriannuel d'investissement qui était, allez, j'ose le terme, pitoyable. Des achats matériels réalisés sans aucune massification, uniquement en mode investissement, une durée des équipements lourds installés qui était allongée, des pannes avec des coûts de la maintenance qui explosaient, d'une ancienneté des équipements médicaux lourds qui était au-delà du réel, trop peu de visibilité pour tous les utilisateurs sur les délais de renouvellement, pas ou peu d'équipements supplémentaires, un accès à l'innovation du coup, évidemment complètement freiné, et le projet institutionnel, si vous pouvez revenir, Monsieur Nollet, le projet institutionnel, globalement, c'était le contrat de retour à l'équilibre financier. C'est comme ça que j'étais obligé, quand j'allais voir ma direction, de gérer le pôle. Bon, ça ne pouvait plus marcher. Donc, allons-y. Il y avait bien sûr une perte d'attractivité pour les équipes médicales, qu'elles soient hospitalières ou hospitalo-universitaires, pour les personnels non médicaux, les manipulateurs qui avaient l'intérêt de venir travailler chez vous si vous leur donnez des machines qui sont incapables et qui tombent tout le temps en panne ou qui sont vieillissantes, pour les demandeurs évidemment d'examen en radiologie en médecine nucléaire et bien sûr pour les patients. On avait un compte de résultats analytiques, parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de comptes de résultats analytiques et de pas mal travailler là-dessus, qui était évidemment impossible à améliorer, parce que sur le versant recettes, de toute façon, je n'avais pas de nouvelles machines, mes machines étaient vieillissantes, donc j'étais bien incapable d'améliorer sur le versant recettes. Je pouvais faire tout ce que je voulais sur le volet dépenses, sur le plan recettes, je n'arrivais pas à améliorer. Au niveau international, j'avais l'apparition de nouvelles modalités, heureusement, de gestion des parcs d'imagerie, donc des services d'équipement managés. Et puis, il y a eu un premier exemple national qui était celui du GOPI au JCL, donc la gestion optimisée d'un parc d'imagerie. Et évidemment, ça nous a donné des idées. Si vous voulez bien avancer.
Voilà, donc les objectifs de notre projet, c'était de travailler sans contrainte sur le matériel, ce qui est quand même incroyable dans un pôle d'imagerie. Ce qui est quand même la contrainte principale, enfin une des grosses contraintes, on aura évidemment de tout ce qui est les contraintes démographiques, mais c'était notre volonté. Il fallait qu'on réponde de façon adaptée, évidemment, aux besoins de l'institution, en radiologie, en médecine nucléaire, mais aussi, puisqu'on a un centre de recours avec un CHU, au niveau du territoire et puis de la région. Il fallait qu'on soit capable d'améliorer l'attractivité du pôle d'imagerie de la PHM. Il fallait qu'on soit capable d'accéder à l'innovation, qu'on sorte des arbitrages qui nous tuaient du programme pluriannuel d'investissement. Chaque fois que j'arrivais à la réunion où tous les médecins de la paix et tous les pôles sont réunis, que je levais la main en disant il faut un PET supplémentaire, une IRM et changer le scanner, j'avais déjà pris les 2/3 du budget. Donc, 41 autres pôles me détestaient, ce qui est normal. Voilà. Donc la situation était honnêtement très désagréable. Je voulais, évidemment, nous voulions, cette petite équipe que vous avez vue, on était peu nombreux au début, assurer notre directoire qui nous gère le fait qu'on aurait une trajectoire financière qui serait reconnue et connue sur du long terme, pour quand même les rassurer. Je voulais qu'on fluidifie les installations, parce qu'une fois qu'on avait de temps en temps arraché une installation, un achat de machine, il fallait que les travaux suivent dans notre institution, ce qui n'était pas si simple. Donc là, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse passer les travaux avec le matériel et par les mêmes industriels, les mêmes partenaires. On voulait évidemment avoir la maintenance qui soit intégrée, et on voulait bien sûr aussi avoir une particularité qui est celle du CHU. Donc, on voulait mettre de la formation dans ce contrat. Donc, on a planifié l'évolution du parc d'imagerie sur une durée longue, dans les 4 hôpitaux, les 7 services de radiologie et 2 services de médecine nucléaire, et ça représentait 110 équipements. Donc, on a choisi comme moyen, vis-à-vis de toutes ces difficultés, un contrat pluriannuel de 12 ans de location-maintenance des équipements de radiologie de médecine nucléaire, donc AM et PHM, qui inclut les travaux et la formation. Ça, c'était l'idée. Voilà. Il a bien fallu la mettre en œuvre, et on va revenir à notre sujet sur l'interaction entre les administratifs et les services médicaux. Donc, comment pouvions-nous y arriver ? D'abord, il a fallu qu'on ait une vision partagée entre l'équipe du PIM, du pôle d'imagerie, et la direction des équipements. Ce qui était le cas dès le départ. Un point positif, on travaille bien avec eux, il n'y avait pas de difficulté. Il fallait qu'on transforme un projet de pôle, celui du pôle d'imagerie médicale, en un projet institutionnel. On change de catégorie. Donc, ça veut dire qu'il faut impliquer tout le monde. On a eu l'appui du DGA, on a eu l'appui du responsable de la CME sur les équipements. Et à partir de là, ce projet a changé de catégorie. Ce n'était pas le projet de Bartoli, Valette, Secondi, Guerder. C'était le projet de toute une institution. Voilà. Donc, brutalement, tout change. Il a bien fallu qu'on mette en place une démarche projet, parce que pour l'instant, je vous l'explique, la démarche projet, c'était celle du CREF, du contrat de retour à l'équilibre financier. Il a fallu qu'on change. On n'était plus du tout dans la même logique. Il a fallu qu'on choisisse donc de travailler donc les 4 membres du PIM, du pôle d'imagerie médicale, l'équipe coordonnatrice. Il a fallu qu'on demande à avoir la création d'un chef de projet. Le directeur des équipements a accepté de jouer ce rôle. Il a quand même, nous, le pôle d'imagerie, on représente à peu près 36-37% de tous les équipements de l'institution sur le plan valeur financière. Il a accepté de jouer ce rôle pour le pôle d'imagerie parce que ce challenge lui plaisait. Donc, on a eu de la chance. On avait un adjoint au chef de projet qui était évidemment un ingénieur biomédical. Tout ça s'est fait en bonne harmonie. Et puis maintenant qu'on avait une motivation, ce groupe-là qui s'était un peu élargi, il fallait qu'on soit capable d'impliquer les cadres, d'impliquer les manipulateurs, d'impliquer le reste des ingénieurs biomédicaux, d'impliquer les équipes médicales, toutes les directions fonctionnelles. Parce que vous allez voir que dans ce projet, toutes les directions fonctionnelles, il a bien fallu les motiver. Tout ça, bien sûr, je vous le rappelle, on était à effectif constant. Chacun accepte de travailler sur ce projet. Mais on n'a pas pris de personnel ou d'équivalent temps plein supplémentaire, il faut bien le comprendre. Donc chacun, il fallait arriver à les motiver suffisamment pour qu'ils aient envie de venir travailler avec nous. Allons-y. Donc on a mis en place un COPIL, médico-administratif hebdomadaire. Ça, c'était très important, parce qu'il fallait que les choix stratégiques, les choix financiers, le choix de la procédure sur le plan administratif, pour cet appel d'offres, entre guillemets, puissent être parfaitement connus et définis par tous. Et tout le monde s'est mis d'accord là-dessus. Il a fallu qu'on définisse les instances, et là encore qu'on se mette d'accord, qu'on fasse du reporting quasi quotidien vers les chefs de service, vers les cadres supérieurs de santé, vers les cadres de santé, pour que ça descende et que ça passe au niveau du personnel médical et des manips. Sinon, ils n'auraient pas compris tout ce que nous étions en train de faire pendant toutes ces réunions. Il a fallu qu'on comprenne l'expression de tous les besoins. Il a fallu que toutes les contraintes des directions et des équipes médicales et du personnel soient assurées.
Il a fallu qu'on comprenne les organisations de chacune des parties. Moi, je ne savais pas comment travaillait la direction des affaires financières. Je ne savais pas comment travaillait la direction des affaires juridiques. Il a fallu qu'on rentre, et eux, il a fallu qu'ils comprennent aussi comment nous travaillons sur le plan radiologique ou en médecine nucléaire. Ensuite, on a fait un sourcing avec tous les fournisseurs de matériel d'imagerie, et on leur a présenté, à l'inverse, nos besoins, ce que nous attendions d'eux. Une fois qu'on a fait cette définition, allons-y, si vous voulez bien, M. Nollet. On a fait un choix qui était, là je mets évident, mais qui n'était pas si évident, mais finalement il est apparu évident. Il fallait qu'on travaille avec les partenaires pour bâtir notre appel d'offres. Donc on a choisi de passer par un dialogue compétitif. Vous connaissez peut-être le programme du GOPI, qui est un programme fantastique, mais qui est 70% pour un seul industriel, de tout le parc d'imagerie aux HCL. Nous, on a choisi une façon, on les a vus, on est allé travailler avec eux, on a vu comment ils avaient travaillé de façon très intelligente et brillante. Et nous, on a profité de la suite, on va dire, et on a choisi de travailler pour le parc d'imagerie sur 7 segments. Donc c'est autant de dialogue compétitif, autant d'appels d'offres à la sortie. 7 fois. Autant de travail en plus pour tout le monde. Voilà. Donc la motivation devait être encore 7 fois plus importante. On est arrivé au bout de presque 2 ans de dialogue compétitif. Après 4 tours d'audition des candidats, on est arrivé donc à définir le cahier des charges pour l'appel d'offres. On a pu donc déposer l'appel d'offres. Au bout de 6 mois d'appel d'offres, eh bien, un certain nombre d'industriels ont été retenus, dont ceux qui nous reçoivent aujourd'hui. Et grâce à ça, eh bien, on a pu formaliser le marché 6 mois plus tard. Et donc, on était en 2017. Et le 1er juillet 2020, nous avons pu lancer cet appel d'offres, lancer le renouvellement du parc d'imagerie. Alors, quelques éléments importants. Voilà. Pour chacun des 7 segments, on a mis un chef de segment qui est un PUPH jeune. Il travaille, par exemple, si je prends celui du scanner, il travaille à la Timone, mais il faut qu'il assure ce contrat d'appel d'offres pour les 7 services de radiologie sur tous les sites. Pour l'IRM, c'est le chef de service de Nord. Pour la radio conventionnelle, c'est le chef de service de la conception. Et tout ça, donc, nous a permis de mutualiser et surtout d'avoir une confiance complète. Sur chacun des segments, on a rajouté un cadre, bien sûr, qui était responsable. Là encore, ce cadre n'était pas le cadre du chef de service dans son service. C'était un cadre d'un autre service, pour essayer toujours de croiser. Et un ingénieur biomédical, bien sûr. Si on peut y aller. Voilà. Donc finalement, au départ, vous vous souvenez, on était 3, plus un directeur, une directrice, puis ensuite son successeur à la direction des équipements. Et finalement, eh bien, on se retrouve avec toute cette équipe qui travaille, parce que les organisations sont connues, parce que les gens ont compris. Et ensuite, vous voyez toutes ces différentes directions qui sont passées là. Et ensuite, vous avez ici les segments avec tous les gens qui ont travaillé. Donc, on a eu une transversalité qui est absolument complète entre les sites et les services médicaux en radiologie, en médecine nucléaire. Allons-y. Les conditions de la réussite, ça a été une démarche projet qui était extrêmement rigoureuse. On ne va pas se cacher, ça a été beaucoup de travail. Mais on a réussi toujours à tenir ce sur quoi on s'était engagé. Il y a eu beaucoup d'écoute et de communication. Il fallait vraiment qu'on comprenne entre les directions, les différentes directions fonctionnelles et les services médicaux, il fallait qu'on comprenne exactement comment eux travaillaient, nous, quels étaient nos besoins. Il a fallu qu'on prenne en considération donc, les contraintes des habitudes de travail de chacun. On a eu un enrichissement collectif et une montée en compétences de tous les acteurs, tous. Du côté direction et côté médical, tous les cadres et personnels, tout le monde a progressé. Il fallait qu'on ait un arbitrage stratégique au pile qui soit efficient. Ça, c'était le rôle de notre DGA. C'était très important. On ne pouvait pas se permettre, quand il fallait prendre une décision, on ne pouvait pas rester dans l'attente. Il fallait que cette décision soit prise. On a eu donc une modification culturelle de la vision médicale et administrative. Et on avait donc, pourquoi? Parce qu'on avait un objectif et une trajectoire qui étaient complètement partagés entre les équipes médicales et les équipes de direction. Allez-y, M. Nollet. Donc aujourd'hui, on est à 100% du parc renouvelé sur les 2 premières années. Donc on a renouvelé les 100% du parc imagerie en 2 ans. Ce qui est quand même phénoménal, sachant qu'en plus, il y a eu le Covid. On a des comités de suivi qu'on continue, bien sûr, des veilles technologiques tous les 6 mois, des copiles pour la poursuite du lien entre le PIM et les directions fonctionnelles. Donc ça continue, ça s'amplifie. On a tenu nos engagements côté APHM. Et ce qui est important aussi, c'est que les partenaires ont tenu leurs engagements. Parce que sinon, je me serais, moi, personnellement, responsable du PIM, retrouvé en difficulté vis-à-vis de mon DG. Non, tout le monde a joué le jeu. Satisfaction des utilisateurs et tous les acteurs. Donc, sur le plan de l'attractivité pour les jeunes, parce que c'était quand même l'objectif initial, je vous rappelle, l'attractivité pour les jeunes, pour les patients, de ce côté-là, et pour les manipulateurs, c'est un sans faute. On a pris l'habitude de travailler en commun, on se fait confiance.
On a des nouveaux projets, bien sûr, comme la BIM, le benchmark, la base imagerie médicale Marseille, qui nous permettra de comparer nos pôles de CHU sur tous les plans. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Et évidemment, vous voyez qu'on a embarqué, l'équipe coordonnatrice a embarqué la direction du contrôle de gestion, la direction des affaires financières, la direction des affaires médicales, sur ce projet qui est un projet national, qui part de Marseille, mais qui est un projet national. Et évidemment, on fait une plateforme IA, on travaille avec la direction de la recherche en santé, on travaille avec la direction de service numérique. Ça, c'est... Même, on ne se pose même plus de questions, c'est automatique maintenant. Et la même chose, on a mis en place un gros programme de formation avec des formations certifiantes à l'intérieur du pôle pour lequel on travaille avec toutes ces différentes directions. Voilà, allons-y. Donc globalement, tout est possible dans les relations et interactions entre les services médicaux et les services administratifs, ça j'en suis bien persuadé. Évidemment, il faut beaucoup d'investissement, il faut beaucoup de confiance. Et il faut, voilà, des deux côtés, il faut beaucoup de communication en permanence, il faut de la loyauté, ça me semble très important. Bref, il faut jouer collectif et je terminerai en disant qu'il ne faut jamais essayer, M. Casanova, il ne faut jamais essayer et toujours réussir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment c'est très intéressant parce qu'on voit à partir d'un projet vraiment, d'achat, à partir d'un projet d'achat qui pourrait a priori passer pour simple, un projet d'achat. Finalement, on a une organisation en mode projet, matricielle, avec tous les services de l'établissement qui est lui-même énorme. Et au bout du compte, c'est fédératif et on retourne sur nos pieds de la journée, c'est-à-dire pour les ressources humaines. J'ai tout compris. Bon, c'était très bien expliqué aussi. Et on va poursuivre avec le professeur Benoît Galix de l'IHU de Strasbourg. Merci. Merci. Alors, je n'ai pas de slide. J'ai fait comme les jeunes. Maintenant, j'ai mes notes sur mon téléphone. Et donc, merci de cette invitation, General Electric, en Tonton. Alors, en mode gestion de projet, je ne peux pas m'empêcher de raconter en 1999-2000 à Montpellier, avec General Electric, c'est sympa de le dire, la gestion de projet du premier CHU sans film en France. Et on avait fait, à plus petite échelle, mais c'était quand même un projet important, aussi un type de projet comme ça, avec en plus l'incorporation d'équipes de l'industrie dans nos équipes de gestion de projet du CHU. Diane Dufresne, je ne sais pas si certains d'entre vous, là, je ne sais pas si elle est toujours chez GE, qui avait beaucoup travaillé avec nous pendant quelques années. Alors moi, mon parcours, l'idée, je pense, de m'inviter ici, c'est de raconter un peu mon parcours dans différents systèmes de santé, sinon ça n'a pas d'intérêt. J'en fais bien moins que ces messieurs. Donc j'ai été médecin, professeur de médecine à Montpellier, et chef de service jusqu'en 2012, et j'ai participé aussi aux instances de mon hôpital, j'étais même au conseil de surveillance, etc. Donc j'ai vu comment fonctionnait le système français de l'intérieur, avec ses difficultés, avec les talents qu'il y a, souvent mal utilisés. Et puis ensuite j'ai quitté, j'ai été recruté à Montréal comme chef de département à l'université McGill et chef de département d'un très gros service hospitalier, puisque j'avais 500 équivalents temps plein et 100 médecins à peu près. Donc l'équivalent à peu près de ton gros pôle à Marseille. Hein, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Et ce qui m'a intéressé, forcément, c'est l'analytique et le comparatif et de voir qu'est-ce qui était bon. Tout n'est pas parfait, bien évidemment, ailleurs. Hein, et il y a des choses qui sont souvent beaucoup moins bien que dans nos systèmes. D'abord, ce qui m'a frappé, c'est la facilité de contractualisation. J'ai signé le contrat de recrutement par mon hôpital, par le président de l'université McGill, qui est quand même la 12e université nord-américaine, le directeur général de l'hôpital, le doyen, en 24 heures, avec négociation salariale, négociation de contrat. 24 heures au téléphone, et 24 heures après, j'avais mon contrat signé. Donc ça, c'est clair que nous, on n'est pas attractifs. Et c'est impossible. Impossible de recruter des médecins dans notre système sur cette façon-là. Donc c'est un problème. Parce que si on n'a pas de talent, c'est quand même un problème. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est la capacité de déléguer complètement les responsabilités aux gens qu'on met en place, avec aucun contrôle, mais une imputabilité totale. Imputabilité managériale, financière, et si on fait des conneries, judiciaires. Hein.
C'est-à-dire que on sait que dans le système nord-américain, moi j'ai quelques gens que je connaissais, je ne vais pas dire des amis, qui ont fait une année de prison fédérale parce qu'ils avaient déconné dans la gestion financière. Donc ça, l'imputabilité. Et donc je gérais un département qui était un département qui est assez connu, hein, Jean-Michel, tu le connais, hein, qui a quand même une belle activité. Et globalement, j'avais 38 millions de dollars de budget et aucun contrôle sur mon budget. On me demandait des résultats en termes de qualité des soins, de volume de soins, de performance académique, de performance scientifique, etc. Mais aucun contrôle. Un directeur administratif avec qui on travaillait en binôme total, gestion financière, RH, équipement aussi, total, avec d'ailleurs bon, la participation beaucoup du mécénat hein, dans le système nord-américain pour faire des réinvestissements. Et donc ça, c'est une force qui nous manque terriblement dans le système français. Et tout à l'heure, vous en parliez, Gaëtan, c'est cette décision multibranche où il n'y a pas de chef. Donc le but, c'est pas qu'il y ait... On s'en fout de qui est le chef. C'est un médecin, c'est un administratif, c'est un infirmier. Ça n'a aucune importance. Mais il faut quand même un chef qui est imputable et qui prend les décisions. Et donc, la taille, quelle est la taille? Puisque c'était un des points qu'on se posait, qu'on entend, quelle est la bonne taille? Moi, je pense que la bonne taille, pour une unité fonctionnelle qui marche, il faut que le chef il puisse croiser au moins une fois par semaine, quand il va dans ses couloirs, tout son personnel. Et que les gens puissent, quelqu'un l'a dit ce matin, m'interpeller ou vous interpeller en direct sans qu'on passe par des usines à gaz pour pouvoir faire remonter l'information. Et je crois que quand on est dans un service et où on est capable, c'était un directeur, le directeur de La Rochelle qui l'a dit ce matin, quand on est capable d'être interpellé dans un couloir par toute catégorie de personnel, et je sais que dans les centres anticancéreux, c'est souvent comme ça, c'est aussi pour ça, je pense que c'est intéressant d'avoir l'avis de Marc, ça c'est important parce qu'on sait ce qui s'y passe, et on a vraiment une expérience de terrain qui nous remonte directement. Alors, depuis, je suis revenu en France et je suis dans une espèce de position intermédiaire. Je ne suis ni dans un CHU, ni dans un laboratoire HH, je suis dans un IHU. Alors, pour les Marseillais, vous savez ce que c'est. C'est une espèce de mouton un peu bizarre dans le système français, mais qui est extrêmement intéressant, qui n'est probablement pas encore arrivé à maturité, mais qu'il va falloir préserver parce qu'il a quand même permis un grand changement dans le transfert de la recherche vers le patient. Et de cet IHU, je regarde mon CHU, le CHU de Strasbourg, avec une proximité, une vision relativement facile, mais une extériorité aussi, puisque je ne suis pas dedans, qui me montre que pas grand-chose ne s'est amélioré quand même, en termes, voire que les choses se sont dégradées clairement. Qu'est-ce qui fait que les choses sont dégradées? La contrainte budgétaire, c'est un problème majeur. Quand vous avez des injonctions contradictoires qui viennent notamment du ministère ou de l'ARS, qui vont donner au directeur un cahier des charges qui est totalement impossible à mener avec la mission d'optimisation du soin, qui est notre seule mission, hein, si on doit se... Ça, c'est compliqué, parce que plus on remonte, plus on est loin du terrain, et moins on est capable de croiser quelqu'un dans le couloir pour avoir des retours. Ensuite, je le fais à l'américaine, c'est-à-dire je le fais expérience, hein, excusez-moi. Ensuite, j'ai vécu, en arrivant à Strasbourg, j'ai vécu le Covid. J'étais au Canada pour des travaux scientifiques. Le 12 mars, j'ai pris un avion en urgence parce que dans le Grand Est, vous savez, ça a été vraiment un rouleau compresseur, ça a été terrible. Et je suis rentré en avion après 24 heures après avoir atterri. Et on a transformé notre IHU en réanimation. Hein, il y avait normalement, il y avait 80 lits de réanimation, 90 lits au CHRU de Strasbourg. Le 26 avril, il y avait 200 patients en réanimation. Donc, il fallait mettre des patients partout. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé aux acteurs de terrain. Moi, je ne me suis pas occupé d'aller installer une réanimation. Je suis radiologue, j'y comprends rien. Donc, on a demandé aux cadres de santé, aux IAD, aux IBOD, aux aides-soignants, démerdez-vous. Vous avez 3 jours. Et ça a marché, mais parfaitement. Et aujourd'hui, quand tu regardes l'expérience Covid, pour moi, c'est plus
la déception d'être revenu à un système normatif après que l'épuisement réel de la crise Covid pour les soignants. On a donné les clés du camion et ça a fonctionné, en tout cas à certaines équipes. Et après, on leur a dit, ah ben non, maintenant c'est bon, on retombe dans le système où il va falloir faire un papier en 12 exemplaires avant de pouvoir avoir une réponse. Et ça, c'est un problème parce que ça veut dire qu'on se coupe de la compétence collective du terrain qui est, à mon avis, essentielle. Et quand on regarde les organisations, les bonnes organisations aujourd'hui, le modèle pyramidal, multinational, international, où les informations partent d'en haut, arrivent en bas, c'est les mauvaises organisations qui font ça. Les multinationales qui font ça, elles sont en train de mourir. Donc les bonnes organisations, elles ont une agilité qui font que l'information remonte du terrain et les décisions, voire même l'autonomisation, alors on le gère en mode projet, mais le projet ne fait pas tout. Au bout d'un temps, le projet s'arrête. Hein. Il faut continuer, c'est la difficulté. Et donc là, moi je pense que arriver à donner l'envie aux acteurs de terrain de s'impliquer dans leurs organisations, eh bien, je pense que le problème de sens, il va se régler. Parce qu'on dit, il y a un problème de sens, mais d'où vient ce problème de sens? Mais surtout parce qu'on leur donne des ordres qu'ils trouvent débiles, la plupart du temps. Alors peut-être qu'ils ont tort, peut-être qu'il y en a des bons, mais ils les trouvent débiles parce que ou ils sont débiles, ou ils ne sont pas expliqués. Mais souvent, et souvent les deux. Hein. Donc là, il y a un vrai besoin de réimpliquer, et ce n'est pas de la démagogie, c'est de récupérer des talents au plus près du soin, au plus près de là où on en a besoin. Et j'ai été frappé quand j'étais arrivé, le premier meeting que je fais dans mes institutions, c'était avec l'ensemble des directeurs. Alors, juste, je ne voudrais pas dire, mais aussi une administration extrêmement light. Hein. L'administration de mon CHRU McGill, c'était au-delà de celles qui étaient dans les départements, c'était une centaine de personnes maximum. Hein. Et l'ensemble des directeurs, c'était 10-12 personnes. Donc extrêmement légère, extrêmement légère. Et je vais à ce premier meeting des directeurs, je veux dire, il y a un DG, un DGA, ensuite une directrice des soins qui est très opérationnelle, souvent médecin ou infirmière, ça change. Et ensuite, après, il y a une caté. Et donc, je vais à ce meeting d'un certain de directeurs, et là, je vois que des gens qui sont des gens, pas que, non, il y avait aussi des gens qui avaient fait des sciences politiques, etc., mais sinon que des gens qui étaient issus du terrain. Beaucoup de femmes, 50, 60 ans, qui avaient été médecins, infirmières, aides-soignantes. Mon premier directeur à McGill, Normand Rinfray, il a commencé balayeur. Ce n'est pas des conneries. Il a commencé balayeur en 1977. Ensuite, il a fait des formations, etc. Il a fini directeur général. Donc, il y a cette capacité des Américains et des Nord-Américains à promouvoir les talents internes que nous ne savons pas faire, clairement. Et même si on voulait, on n'a pas les moyens de le faire parce que le système ne le permet pas. Vous avez des colonnes, des cases, des grilles qui font que ça ne fonctionne pas. Alors, maintenant, il faut trouver des solutions. Il y a un point qui a été évoqué aussi par l'intervention précédente de Gaëtan, c'est... Alors clairement, le PUPH peut être un bon manager, mais c'est rare. Ça arrive, mais pas plus que d'autres. Hein. Surtout que la formation des PUPH est une formation qui ne forme pas au travail en équipe. Donc la formation des médecins, plus le parcours extrêmement compétitif des PUPH, on est dans chacun pour sa gueule. Hein. Et donc après, travailler avec les autres, c'est compliqué. Donc pour moi, là, ça c'est relatif. Et donc, deuxième chose, c'est le multitâche qui est imposé, est aberrant. On ne peut pas être un bon chercheur, un bon manager, un bon clinicien. Et là, par contre, le système nord-américain, il est vraiment très bien. Vous faites des tranches de vie. Et si vous êtes bon, vous restez. Mais c'est des tranches où, par exemple, pendant 5 ans, vous prenez la direction de service. Tout d'un coup, votre activité va se limiter à de la direction administrative. Vous avez 1 jour de clinique ou 1 semaine par mois de clinique pour ne pas perdre la main. Hein, et pouvoir... Et donc ça donne quand même une capacité. Les gens sont motivés, imputables. Et ce côté multitâche,
ben, on est pareil que la multidirection, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus personne ne sait où on va. Donc ça, pour moi, c'est aussi un élément. Le PUPH n'est pas formaté la plupart du temps, même s'il y a des gens qui ont ces appétences-là et qui savent le faire, hein, donc, comme d'autres. Hein. Donc ça, c'était le point. Il faut que je rallume mon téléphone pour voir qu'est-ce que je voulais encore dire. Je voulais dire aussi, c'était le... Alors, un des points, c'est la question potentielle qui est comme le Loch Ness de la médicalisation du management. Oui, pourquoi pas, mais pourquoi ? Ce n'est pas forcément nécessaire. La médicalisation du management, elle n'est intéressante que parce que le médecin, potentiellement, est quelqu'un qui a déjà été au contact du malade. C'est le seul intérêt que j'y vois. Et c'est un intérêt fort, parce qu'il a travaillé au plus près du patient. Mais n'importe quel soignant, n'importe quel métier, à un moment donné, doit pouvoir accéder à un système, à des postes de gestion et de direction dans une structure, en fonction de son talent. C'est clair que notre système n'est pas formaté comme ça. Avec des parcours imposés, des figures imposées, qui sont probablement extrêmement formatrices en termes théoriques, mais très très loin d'être pratico-pratiques et de donner aux gens vraiment le savoir dont ils auront besoin pour régler les problèmes qu'ils auront à régler. Donc, qu'est-ce que j'avais noté ? Oui, c'est vraiment impossible d'être médecin en 24 heures, chercheur, médecin et manager, ça c'est clair. Et finalement, pour moi, la vraie question, c'est pas qui doit diriger ou comment on dirige un hôpital, c'est à quoi doit servir un hôpital. Et si la réponse est vraiment soigner les patients, ce que je pense, avec empathie et pertinence, avec efficacité, il est évident pour moi qu'il faut incorporer plus de professionnels des métiers du soin dans le management de nos équipes. Alors, pas forcément des financiers, bien évidemment. Un directeur financier, ça s'apprend, ce métier-là. Mais quand vous êtes dans de la gestion des hommes, si vous ne connaissez pas le métier, c'est un problème quand même. Hein. Et là, moi, j'étais il y a 2 jours avec une cadre supérieure de réanimation de mon CHRU. Elle n'en pouvait plus. Elle me dit, j'en peux plus. On me demande des injonctions contradictoires par quelqu'un qui ne comprend rien à ce que je fais. C'est un problème quand même. Quelqu'un qui sort d'école, ça fait 3 ans qu'il est sorti d'école, il arrive à un poste de direction, et il va donner des ordres à cette fille ça fait 30 ans qu'elle connaît son métier, qu'elle organise, et que pendant le Covid, elle a réorganisé, elle a permis qu'il y ait 90 lits de réa qui se créent en 1 semaine. On a quand même un problème structurel, là, hein, qui n'est pas conjoncturel, qui est structurel. Et ce n'est pas une question d'argent. Deuxième intérêt de mettre des gens qui connaissent le soin dans des postes décisionnels et dans l'interaction, quel que soit, c'est qu'il faut faire des choix à un moment donné. Parce qu'on voit bien que sociétalement, nos systèmes de santé, ce n'est pas sustainable. Donc il va falloir faire des choix. Quand vous dirigez un hôpital et que vous avez des déficits, il faut faire des choix. Et pour faire des choix, souvent, c'est quand même des choix médicaux. Et je pense que ça va me permettre, parce que j'en arrive à la fin, de faire la transition avec Marc. La taille des unités fonctionnelles, on l'a dit. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et je vais justement passer la parole à Marc, parce que je pense que, et c'est la raison pour laquelle, quand on avait échangé, il me semblait... C'est ça, cet ordre ou pas ? Ah non, c'est pas l'ordre, excusez-moi. Non, après, donc, quand Marc parlera, quand Marc Ichou, directeur du Centre Anticonception de Montpellier, parlera, je pense que c'est important parce que quand un médecin ou autre connaît bien les problèmes oncologiques, les choix stratégiques d'investissement, de recrutement ou de désinvestissement, c'est quand même plus facile à faire et surtout, c'est plus facile à faire comprendre à ses équipes. Voilà. Donc, je m'arrête là. Bravo. Bravo, bravo. Je me permets de parler collectivement, mais je vous rappelle, messieurs les professeurs, et Madame Griton aussi, que votre témoignage en vidéo tout à l'heure sera très précieux pour ceux qui n'ont pas eu la chance de vous écouter. C'est toi qui présente ou c'est moi ? C'est moi. Bon.
J'ai toujours la tendance de prendre le micro, c'est comme ça. Madame Griton, vous nous rejoignez? Alors c'est un témoignage extrêmement intéressant, puisque nous allons avoir la DRH du groupe hospitalier de Valenciennes qui ont mis en place un système qui est unique. Et d'ailleurs, on se pose la question, mais comment ça se fait qu'il y a que chez eux que ça marche? En tout cas, on va les écouter. Voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bonjour à tous. Donc Anne-Claude Griton, je suis DRH du centre hospitalier de Valenciennes et je représente Rodolphe Bourré, directeur général, qui n'a pas pu être présent parmi nous aujourd'hui. Alors, on a effectivement dit beaucoup de choses lors de cette journée. Pour cette table ronde, nous évoquons donc repenser l'interaction entre les services médicaux et les services administratifs. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est une illustration parmi d'autres. Je pense que les témoignages précédents ont montré qu'on pouvait coopérer, collaborer entre équipes administratives et équipes médicales sous un tas de formes. Et donc, il n'y a pas de modèle unique. C'est des modèles à inventer. Une organisation décentralisée a ses avantages, elle a aussi ses inconvénients. Une organisation centralisée également. Donc, peut-être qu'on peut poursuivre la réflexion de M. Casanova tout à l'heure sur comment travailler, HESP et interne, sur les futurs modèles. Ça peut être des binômes médecins administratifs dans les services, dans les pôles, ou au contraire une délégation de gestion très poussée. Voilà, peut-être qu'on aura un jour un modèle unique, mais sinon c'est à chaque établissement de l'inventer. Vous pouvez passer s'il vous plaît. Donc, pourquoi repenser cette interaction? Le constat qui sera très bref, c'est qu'effectivement, malgré un objectif commun, quand même, qui est la qualité de l'offre de soins au sens large, et donc des organisations, eh bien, il demeure des incompréhensions régulières entre la sphère administrative qui gère et la sphère médicale soignante qui soigne. Et donc, on constate des décisions très concentrées sur certaines personnes, y compris pour des éléments de gestion courante qui pourraient être traités autrement. Et donc, ça embolise. Il n'y a pas non plus, normalement, d'équipe administrative pléthorique. Donc, en général, il y a des goulets d'étranglement et donc des circuits de décision trop longs, sans parler de la réglementation, évidemment, qui nous contraint et la contrainte budgétaire que nous avons évoquée ce matin. Alors, la proposition qui a été mise en place au centre hospitalier de Valenciennes, donc pourquoi repenser cette interaction? Eh bien, donc, en impliquant la communauté médicale et soignante dans la vie hospitalière et dans la prise de décision, pour s'appuyer sur une vision terrain, une expertise métier dont on a besoin, et favoriser la conduite de projet. Donc la conduite de projet au centre hospitalier de Valenciennes, c'est devenu l'ADN des équipes. On est en mode projet en permanence. C'est assez challengeant, j'y reviendrai. Et donc l'objectif, c'est bien de cibler les besoins et les actions à mener au plus proche et apporter le plus de souplesse possible et d'agilité. Alors comment ce modèle a-t-il été construit? Alors, il est construit de longue date, puisqu'il a plus de 15 ans, et il a été construit comme une organisation matricielle et non plus en silo comme ça pouvait être précédemment, ou même en deux axes administratifs et médicaux. Alors, cette organisation, elle a pris 3 axes. Le premier a été de déléguer à un chef de pôle, puis à un trinôme de pôle, la gestion d'un ensemble de personnels médicaux et non médicaux, des équipements aussi, sur lesquels le chef de pôle peut agir avec une véritable force d'organisation, force de frappe. L'autre axe a été de responsabiliser les acteurs. Donc ça, c'est un élément très important. Cette délégation, elle ne tient que par la responsabilisation. Le modèle en entier tient sur cette responsabilisation. Donc il faut accepter les responsabilités qui vont avec, et donc la prise de décision. Ces objectifs passent par le contrat de pôle, qui est l'outil majeur de négociation et de détermination ou déclinaison du projet d'établissement. Et puis, donc le chef de pôle prend des décisions quotidiennement, et évidemment, cela suppose qu'il ait été formé au management en préalable. Le chef de pôle a aussi pour mission de garantir l'équilibre médico-économique du pôle. Donc ça, c'est une responsabilité lourde. Évidemment, en fonction des situations financières, la mission est plus ou moins contrainte. Et en dernier lieu, le chef de pôle
est d'accord, est capable de rendre compte régulièrement de sa gestion, y compris quand on a un niveau d'autonomie important. C'est quelque chose qu'on ne doit pas perdre, puisque c'est évidemment dans l'interaction et la confiance que vous citiez tout à l'heure que se construit cette délégation de gestion. Le dernier axe, c'est évidemment de définir clairement les prérogatives et les moyens de chacun. Donc, on a rédigé des documents de délégation de gestion pour préciser le périmètre d'action des uns et des autres. On a évidemment mis en parallèle une comptabilité analytique au travers des CREA. Donc, c'est un dispositif qui est poussé très loin dans la logique prestataire-client. Et donc, c'est vraiment un projet de gestion. C'est un projet structurant de cette politique de délégation de gestion. Et c'est évidemment un outil de dialogue de gestion avec les pôles. Et en dernier lieu, donc, on a créé des instances sur lesquelles je vais revenir, qui sont des instances spécifiques et médicalisées. Donc, à leur tête est un médecin, donc, qui va, avec un groupe de médecins, valider les propositions de ses pairs. S'il vous plaît. Alors, je vais vous présenter 3 axes pour illustrer cette délégation de gestion. Donc, ça va être très pratique. Alors, en termes de gouvernance, j'ai cité 5 commissions qui ont été créées spécifiquement à Valenciennes. Je ne vais pas toutes vous les détailler, je vais en détailler 2, voire 3. Donc, la commission stratégie et projet, elle est au cœur de nos organisations. C'est une commission qui valide tous les projets des pôles. Donc, elle est évidemment l'émanation de la CME, mais elle est organisée un petit peu différemment. Donc, à sa tête, il y a un médecin qui est accompagné donc, de 11 autres médecins, dont le vice-président de la CME. Il est accompagné de la direction de la stratégie pour la présentation des projets, mais chaque pôle vient les présenter, mais ils sont instruits par cette commission qui valide en fait les business plans. Et donc, il y a cette culture médico-économique pour savoir si le projet est soutenable ou pas, et s'il ne l'est pas, quelles sont les conditions d'acceptation de cette non-soutenabilité. On a évidemment une commission des systèmes d'information hospitaliers, je n'y reviens pas, on est sur la même validation pour les projets SI. Une cellule médico-économique qui valide toutes les unités d'œuvre proposées par les pôles dans leur vente de prestations entre eux, dans la relation client-fournisseur. Et les pôles peuvent se plaindre des tarifs pratiqués par leurs collègues. Si, par exemple, les coûts de stérilisation sont trop importants, eh bien... voilà, le bloc peut se plaindre et entamer une négociation, voire peut-être suggérer même une externalisation. La conférence des chefs de pôle, elle, regroupe donc l'ensemble des chefs de pôle. Le directeur général n'est pas présent. Et donc, cette commission a pour objectif de discuter de la délégation, l'approfondir, et puis régler aussi d'éventuelles difficultés des chefs de pôle et valider les contrats interpôles. Comité qualité, je ne m'appesantis pas, mais c'est aussi un organe très fort qui travaille sur la qualité tous les 15 jours en présence du président de la CME. Alors voilà schématiquement comment sont organisées ces commissions. L'important est de comprendre que par exemple la commission stratégie et projet, une fois qu'elle a validé les projets, en général ils sont acceptés par le directoire puisque son expertise est reconnue. Donc une forte médicalisation de la décision. Autre champ maintenant, les ressources humaines, parce que c'est le cœur de nos sujets d'aujourd'hui. Donc c'est une délégation qui est en place au Centre hospitalier de Valenciennes depuis 2008, qui est partie donc toujours du même principe d'avoir au plus proche des agents une équipe de gestion. Donc c'est vraiment la proximité qui fait la qualité. Et je rejoins tous les débats sur effectivement quelle est la taille critique. Parce que plus l'institution est grande, plus il est difficile de communiquer, plus il faut 30 personnes autour d'une table pour pouvoir traiter d'un sujet. Et donc, évidemment, toute cette lourdeur, il faut essayer de trouver des contournements possibles. Donc, les directions fonctionnelles dans le modèle de délégation de gestion, et dont la DRH, a affecté une partie de ses équipes au sein des pôles. Et donc, chaque cadre administratif de pôle, dont on a créé la fiche de poste et le métier, d'une certaine manière, avec des spécificités valenciennoises, chaque cadre administratif de pôle a une équipe de gestion auprès de lui qui gère une partie des missions RH au plus près des agents. Et on a évidemment prévu une délégation de signature qui va avec les missions déléguées, que je vais vous présenter maintenant. S'il vous plaît. Oui. Alors, pour les missions RH, donc on a une partie des missions qui sont déléguées entièrement au pôle,
Et on retrouve tout ce qui est mise à jour du dossier agent, adresse RIB, une partie de la gestion des temps, la maladie ordinaire, congé mater, congé pater, les stages non rémunérés, et puis tout un tas de d'attestations et aussi les éléments variables de paye qui sont traités par les pôles. On a ensuite des missions partagées qui sont évidemment très importantes, comme le recrutement. La décision de recrutement appartient au pôle. Les impacts financiers, dès lors que la création du poste ou le remplacement est géré dans son EPRD, le pôle a latitude pour recruter. La DRH vérifie la validité de la candidature sur le plan administratif, le B2, les diplômes, et le pôle choisit son collaborateur. On partage également le plan de formation. Il y a des axes institutionnels et communs et des plans pôlaires. Donc, chaque pôle bénéficie d'une délégation d'enveloppe pour gérer sa formation au plus proche de ses besoins. Le dialogue social est partagé entre un premier niveau et évidemment la gestion des instances qui reste de la compétence du directeur général pour le CTE et de moi-même pour le CHSCT. Et puis, la gestion des accidents de travail qui est partagée, le CGOS également sur l'absentéisme. En DRH, on ne garde que certaines fonctions régaliennes, le contrôle de paye, bien évidemment, puisqu'on est garant de la qualité de la paye pour nos 5000 agents. Et puis, également, tout ce qui a trait à la carrière, les avancées d'échelon et la retraite, et également l'absentéisme long, puisque les absences longues les agents sont rattachés à la DRH. Voilà pour les missions RH. Et sur la partie finance, donc très rapidement, donc en fait le pôle au centre hospitalier de Valenciennes bénéficie d'une autonomie de dépenses jusqu'à 75 000 €. Donc le pôle peut gérer ses investissements ou ses dépenses de fonctionnement. Ensuite, il doit demander une validation si c'est au-delà, y compris pour les projets des systèmes d'information, puisqu'il faut évidemment garder une cohérence globale à l'échelle de l'établissement et pas faire cohabiter plusieurs systèmes d'information qui ne seraient pas interfacés. Et puis sur la gestion de la commande, eh bien, le pôle a cette autonomie. Il peut commander directement si le fournisseur est référencé. S'il ne l'est pas, il doit demander un référencement auprès de la direction des achats pour ensuite pouvoir commander. Voilà très succinctement quelques exemples, mais pour illustrer l'organisation et les solutions qu'on peut proposer dans un modèle de délégation de gestion. Alors, un bilan. Donc, je vous disais, ça fait quand même quelques années que le modèle est mis en place. Alors, si je reprends quand même au moment de la mise en œuvre, parce que pour les établissements qui seraient intéressés pour mettre en place ce dispositif, il faut quand même avoir en tête que le processus culturel est quand même long. Alors, peut-être qu'en 15 ans... les choses ont pu maturer et que certains seraient en attente de tels modèles. Évidemment que les acteurs sont déstabilisés au démarrage, puisque ça change beaucoup de choses, y compris les métiers. Ce sont de nouveaux métiers pour les trinômes de pôle. Les chefs de pôle ne peuvent pas tout faire, donc ils consacrent quand même une partie importante de leur temps au management et moins aux soins. Et puis pour les directions fonctionnelles, eh bien, elles sont réorientées vers des missions d'expertise, de conseil, d'accompagnement, et non plus de réalisation des missions quotidiennes. Et en préalable, il faut évidemment anticiper la formation des acteurs, je vous en ai parlé, un système d'information décentralisé qui permet le partage d'informations. On a par exemple tous les protocoles RH sont dans un système d'information, un classeur dédié partagé avec les pôles. Et puis cette comptabilité analytique qui est la base de nos échanges. Ce modèle est également générateur de compétition, de challenge entre les pôles. Et donc ça, évidemment, c'est un élément à intégrer aussi. S'il vous plaît. Alors, mais 15 ans après, on peut dire que la culture médico-économique au centre hospitalier de Valenciennes est particulièrement bien déployée, que la notion de responsabilité aussi, et c'est vraiment la clé sur laquelle je voudrais insister. Le chef de pôle est un décideur, un manager, un chef de projet, et il assume ses décisions, y compris quand il fait des erreurs, ça peut arriver. Les acteurs ont été associés à la vie de l'établissement. On parlait de marque employeur ce matin, c'est évidemment un élément d'attractivité et de fidélisation et un moyen de développer le sentiment d'appartenance. On connaît mieux l'établissement, les pôles couvrent la totalité des fonctionnements, donc il n'y a plus de zone grise. Et le modèle est vertueux dans le sens où
Les pôles font ce travail au plus proche de leurs besoins, donc ça permet un équilibre médico-économique, je pense, plus facilement atteignable. Et le cercle vertueux, c'est que les éléments financiers dégagés permettent de réinvestir et d'être évidemment innovants et proactifs. Alors, quelques points d'attention. Évidemment, le cadre de fonctionnement doit être connu de tous. Donc, il y a bien des règles posées par la direction générale et les directions fonctionnelles. Et ces règles doivent être respectées, sinon on crée des disparités au sein des pôles et on a aussi des risques. J'entends bien qu'on peut avoir des équipes plus légères en termes de management, mais compte tenu de la réglementation qu'on a en France, et puisqu'au final, la personne qui irait en prison, ce serait bien le directeur général, je tiens à le rappeler. Donc voilà, la responsabilité, elle est endossée, mais elle ne va pas jusqu'au bout, et la réglementation ne nous permet pas actuellement d'aller jusqu'au bout. Donc la confiance, pour moi, n'empêche pas le contrôle. Et on a des éléments quand même à vérifier sur la qualité des recrutements ou le respect des règles de commande publique, par exemple. Les pôles et les acteurs doivent pouvoir également progresser de concert. Donc là, il y a quelques écueils à éviter pour qu'il n'y ait pas trop de disparités entre les pôles, pas trop de disparités non plus au sein des pôles entre un trinôme qui serait le trinôme sachant et puis finalement des cadres de proximité et des chefs de service qui seraient un petit peu déconnectés de la gestion pôlaire ou en tous les cas de tous les projets du pôle. Donc vraiment continuer à associer tout le monde. Et puis éviter aussi de reconduire une organisation pyramidale, parce qu'on peut aussi constater, c'est que certains chefs de pôle ou trinômes de pôle n'ont pas forcément l'intention de déléguer au-delà. Donc ça reste aussi la poursuite du modèle, en fait, dont je vais parler après. Alors, quelques perspectives. Donc, ce modèle, pour moi, est viable sur le long terme si on le repense continuellement. On ne peut pas s'arrêter sur le modèle qui a été construit il y a 15 ans. Et on a à cœur de l'adapter. Donc, je citerai juste l'exemple des conventions de mise à disposition du personnel médical. Elles étaient décentralisées, on les a recentralisées parce que les acteurs extérieurs étaient un peu perdus d'avoir plusieurs interlocuteurs et préféraient finalement s'adresser à la direction des ressources médicales. À l'inverse, le CET était géré en centrale pour les docteurs et on l'a décentralisé. Donc voilà, on adapte les périmètres. Et puis, on doit aussi réfléchir à de nouveaux outils de délégation. Actuellement, on va sans doute déléguer les demandes de recrutement au pôle et déléguer aussi tout le parcours d'intégration des nouveaux arrivants, donc en binôme DRH-pôle. Et puis, l'objectif est de poursuivre la délégation vers les chefs de service et les cadres de proximité et de les accompagner dans la formation. Et enfin, dernier point de vigilance, je pense, c'est de prévoir les plans de succession, parce que finalement, ces missions sont très attractives, donc on n'a pas forcément envie de les quitter. Et pourtant, voilà, il faut un renouvellement, mais il faut aussi des gens sur lesquels s'appuyer pour prévoir ce renouvellement. Et parfois, on a peu de candidats, ou au contraire, on a pléthore de candidats. Et donc, voilà, comment on anticipe finalement l'identification des successeurs. Et à l'inverse, ceux qui quitteraient leur mission, comment est-ce qu'on les accompagne dans leur carrière. Voilà, j'en ai terminé, je pense. Merci beaucoup. Oui, ce que vous avez développé est tellement devenu une référence qu'on parle même de modèle valenciennois aujourd'hui. Et je souligne à toute phase utile que j'ai eu le plaisir d'éditer un livre que vous avez coécrit, qui s'appelle Délégation polaire. Et le livre est en démonstration, vous verrez dans la salle de cocktail avec les revues, vous pouvez le consulter et même le commander. Alors nous avons maintenant le plaisir, pour terminer, d'accueillir Monsieur Marc Ichou de l'Institut régional du cancer de Montpellier. Bien, merci. Donc, je sais pas, j'ai le privilège de terminer, je crois, la journée. Donc, oui. Donc, je pense que tout le monde est bien fatigué, a envie d'accéder au cocktail et au concert, mais je vais essayer d'être concis. Alors, j'ai pas de diapo, donc j'ai combien de temps? Parce que je peux faire 2 minutes ou 2 heures, c'est comme vous voulez. On va faire quelques minutes. Alors, l'idée, à la suite de tout ce qui a été dit, c'est de présenter encore un autre modèle. Et c'est vraiment, ça fait une belle continuité avec le modèle de Valenciennes, qui, je trouve, est assez proche, finalement, de ce qu'on a dans les centres, qui est donc le modèle Unicancer. Donc, les centres de lutte contre le cancer, créés en 1945 par Général de Gaulle, avec, donc, bien sûr,
une mission qui est une mission de monopathologie, d'avoir tous les moyens de la lutte contre le cancer. Donc déjà, la particularité par rapport aux autres hôpitaux, c'est qu'on a une pathologie qui est le cancer. Mais comme vous savez, c'est une pathologie très transversale, hein. Donc on a des cancers du digestif, de la gynéco, du poumon, etc. Mais avec une constante qui est le cancer. La deuxième particularité, probablement, c'est la taille. C'est-à-dire que du fait d'avoir une pathologie, alors on est selon, il y a des variations selon les centres, hein, bien sûr. Entre Rouen ou Gustave-Roussy, ce n'est pas la même taille. Nous, on est à peu près à 1050 personnels, 120 millions de budget. Donc ça peut être un très très gros pôle d'un très très gros CHU. Et puisqu'on est sur le problème donc, de la relation administrative médicale, c'est le problème donc, de la gouvernance. Donc la particularité par ailleurs, c'est que nous sommes donc les seuls hôpitaux où le directeur général est un médecin. Un médecin qui plus est donc nommé par le ministre de la Santé, mais après avis, et en général il suit toujours l'avis, de Unicancer, c'est-à-dire des pairs donc, du bureau d'Unicancer et du président d'Unicancer qui propose un nom au ministre et qui en général le suit. Et l'autre particularité, Gaëtan en parlait pour Toulouse, c'est qu'on est nommé pour 5 ans. Donc c'est un quinquennat, a priori, sauf s'il y a une problématique particulière, le directeur général reste 5 ans. Après, soit ça s'est très mal passé et il arrête là, soit ça s'est bien passé et souvent il y a un renouvellement pour 5 ans, ce qui fait qu'une certaine continuité dans la direction générale. Je pense que c'est aussi un élément assez important. On voit que certains CHU ou hôpitaux pâtissent de changements parfois de direction un peu trop précoces. Alors, il y a certainement des avantages et des inconvénients à ce qu'il y ait un directeur médecin. Bien sûr, le directeur médecin, il n'est pas tout seul et on fait ce qu'on appelle un binôme avec un DGA, un directeur général adjoint, qui lui a un profil en général de directeur d'hôpital et qui, bien sûr, est associé aux décisions. Mais la décision finale, et celui qui va en prison le plus souvent, c'est le directeur général, donc, qui est médecin. Alors, je crois que, bon, ça permet de mettre la vision médico-scientifique, et je dis médico-scientifique parce qu'en même temps, dans les centres et dans la cancérologie, les soins sont totalement intégrés à la recherche. Et donc, en même temps, il y a aussi toute l'activité recherche. Je n'avais pas trop entendu parler à Valenciennes, là. Ce sera peut-être un élément aussi, une question que j'aurai. Oui, voilà. Mais je pense qu'aussi, c'est un élément important parce qu'un CHU ou un hôpital public ou un centre, une des valeurs ajoutées par rapport à une clinique, c'est aussi de participer à l'innovation et à la recherche. Et ça, c'est très important dans l'ADN des centres. Et donc, je crois que le directeur général médecin, il impulse, bien sûr, le projet médico-scientifique. Et à partir de là, l'administration se met un petit peu en ordre de bataille pour appliquer ce projet. Je crois aussi que le directeur général médecin, j'ai vu dans mon expérience, maintenant ça fait 6 ans, en fait, on évite certaines décisions qui seraient très mal acceptées par les médecins et les soignants. Alors, il y a des fois des choses qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui sont très agaçantes, des choses plus importantes. Par exemple, je vous donne quelques exemples concrets, anecdotiques. Donc, on a refait une nouvelle consultation avec 24 salles et qu'on a séparé en 6 espaces de 4 salles de consultation, une salle d'attente. Et là, quand on a fait les travaux, le directeur des informatiques nous dit on va faire, c'est pas la peine qu'il y ait des imprimantes partout, il faut faire des économies d'imprimantes, on va mettre une imprimante au milieu des 4 salles de consultation. Et comme moi, quand même, je consulte aussi une fois par semaine, j'ai dit c'est hors de question parce que vous savez que maintenant, toutes les prescriptions sont informatisées. Donc, si le médecin, à chaque fois qu'il consulte, qu'il fait une prescription, doit sortir de la salle, prendre l'imprimante, prendre le papier imprimé, le signer, etc., ça va être insupportable. Donc, on a mis, bien sûr, une imprimante dans chaque salle de consultation. Les médecins n'ont rien vu, mais si ça avait été le contraire, ça aurait été forcément un cas de conflit. Plus important, par exemple, le DGA aussi me propose, quand j'arrive, comme ça se fait un peu dans pas mal d'endroits, de dire pour les assistantes médicales, on va tout centraliser et on va mutualiser.
C'est-à-dire qu'avant, il y avait des assistantes par type de médecin, ceux qui font le digestif, le sein, etc. Là, on va tout mutualiser, on va faire des économies, ça va être comme ça, elles pourront se remplacer les unes des autres, etc. Là aussi, j'ai mis un veto, hors de question, parce que l'intérêt, c'est d'avoir des assistantes médicales qui connaissent parfaitement leurs médecins, qui connaissent les patients, qui nous font des fois par mail, elles rendent compte aux patients des décisions qu'on a prises, etc. Et donc, on ne va surtout pas casser ce système. Voilà. Donc, c'est des choses, vous voyez, et ça s'est fait, par exemple, il y a un autre centre, je ne citerai pas, où ça s'est fait, ça a été, au bout de 3 ans, une révolution terrible. Il a fallu revenir à l'ancien système. Donc, on peut éviter comme ça des choses. On peut aussi... alors, je vois que souvent, effectivement, pour créer des postes, alors on parlait du recrutement, Benoît Galix en parlait, du recrutement des médecins. Là aussi, bien sûr, dès qu'on a un médecin qui a un peu de talent et qui correspond à ce qu'on veut, après en avoir discuté, bien sûr, avec les médecins responsables, et puis, bien sûr, en associant le DRH et le DGA, mais en 24 heures, on est capable de lui proposer un contrat et de l'embaucher. Donc, la décision, on la prend très rapidement. De même, bien sûr, à chaque fois qu'on crée des choses, on essaie de faire une évaluation médico-économique. On est bien sûr très sérieux là-dessus. Mais on n'attend pas forcément de démontrer qu'on va gagner des sous avant de créer quelque chose. C'est-à-dire que souvent, il faut anticiper, investir pour ensuite avoir les revenus. Bon, des exemples, on a 2 unités d'hospitalisation de 24 lits de médecine, des patients un peu lourds, etc., des durées moyennes de séjour un petit peu importantes, difficulté à faire sortir les patients. Après discussion avec les cadres, infirmières, médecins d'étage, on se dit, une des solutions, il faudrait qu'il y ait dans chaque unité une infirmière de coordination qui s'occupe de faire sortir les patients, de gérer le domicile, de remplir trajectoire, etc., parce que les médecins sont débordés, les infirmières aussi. Bon, je dis au DRH et au directeur des soins, écoutez, on crée un poste dans chaque unité, on fera le point au bout de 6 mois, mais on n'attend pas de savoir si ça va absolument être efficace ou pas, parce qu'on ne sait pas à l'avance, il faut faire l'expérience. On l'a fait, bien sûr, au bout de 6 mois, tout le monde était tellement content que c'était hors de question de changer ça, et on a diminué la DMS, etc. Donc, voilà, il y a tout un circuit de décision qui est accéléré. Alors, bien sûr, après, c'est aussi une des questions d'hommes, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir, pour diriger un centre en étant médecin, il faut bien sûr s'investir beaucoup, c'est-à-dire qu'il faut faire un peu de formation et puis renoncer à quand même toute une activité médico-scientifique qu'on avait, parce qu'en général, dans les centres, donc moi je suis professeur de cancérologie, j'ai fait une carrière sur l'oncologie digestive, on est en général assez connu dans le domaine. Bien sûr, quand on devient directeur général, on sacrifie cette partie médico-scientifique tout en gardant un minimum. C'est-à-dire que c'est important, encore une fois, de garder un minimum de consultation, un minimum d'activité scientifique pour garder cette expertise, cette reconnaissance des pairs et surtout savoir de quoi on parle et les conséquences que le directeur avec sa casquette, des décisions que le directeur avec sa casquette va prendre, que le médecin en aval va subir comme conséquence. Donc tout ça est très important. C'est évidemment une question d'homme. Il faut qu'il y ait un très bon binôme DG-DGA, et ça c'est très important, qu'il y ait un respect mutuel, qu'il y ait une complémentarité dans les tâches. Donc tout ça, ça se travaille. Après, il faut être modeste. Je ne me sentirais pas, par exemple, de diriger le CHU de Montpellier. Je pense que la plus-value aussi, c'est que le médecin soit un expert dans le domaine qui va diriger. Et là, on rejoint un petit peu les pôles comme à Valenciennes. Alors bien sûr, dans les centres, ça va un peu plus loin dans cette autonomie, mais je pense que l'idée, à mon avis, est bonne. Et d'ailleurs, dans certains rapports qu'il y a eu après le Covid sur comment on change la gouvernance, etc., le modèle des centres a souvent été pris par des gens de l'hôpital public pour dire il faut en tout cas associer beaucoup plus, c'est clair, les médecins à la décision. Mais bien sûr, il faut que les médecins soient en responsabilité, jouent collectif, et voilà, jouent pas pour leur service ou pour leur discipline. Et c'est un engagement important. On en revient après à ce que disait Benoît Galix et ce que disait
responsable des internes sur les PUPH et le fonctionnement actuel, qui est, moi je dis depuis des années, totalement archaïque actuellement. C'est-à-dire que le PUPH qui est censé faire le soin, l'enseignement, le management, la recherche au meilleur niveau, c'est total, ce qui est le cas quand on fait une nomination. Il faut qu'il fasse le conseil pédagogique qui doit être parfait, le conseil scientifique parfait, les soins parfaits, et après on lui confie le management parce qu'il est PUPH. C'est totalement absurde. Je pense qu'effectivement, un peu comme modèle anglo-saxon, enfin américain ou nord-américain, il faut qu'il y ait un contrat et que le PUPH ait un contrat soit d'enseignement, soit de recherche, soit de management. Il faut qu'il soit évalué aussi, parce que là aussi, il faut tous qu'on soit évalués pour pouvoir continuer. Voilà, donc pour les centres, je veux dire aussi, c'est qu'on a donc une fédération Unicancer. Alors, on est ESPIC, établissement de santé privé d'intérêt collectif. C'était les anciens PSPH. Alors, je dis toujours qu'on est quand même souvent plus public que le public, puisque contrairement à l'hôpital public, nos médecins ne peuvent pas avoir d'activité libérale. Ils sont tous salariés, parce que c'est de la cancérologie. Alors, on peut se demander pourquoi tous les médecins qui ne font pas de la cancérologie ne sont pas dans ce domaine-là. C'est une question, parce que ça crée des iniquités. Et d'ailleurs, après, on a aussi les mêmes problèmes que tout le monde, que j'ai entendu depuis toute la journée, d'attractivité, d'infirmières. On a été obligé aussi de fermer quelques lits par manque d'infirmières. Ça, c'est quelque chose qui était impensable avant, mais c'est le cas. On a quand même un peu plus, on parlait de sens, le fait d'être monopathologie, d'être sur le cancer, etc., d'avoir cette taille, la direction médicale. Il y a un petit peu moins de problèmes pour parler du sens global et tout le monde se sent quand même appartenir à une collectivité avec une mission particulière et va dans le même sens. Mais avec le post-Covid, avec les nouvelles générations, avec l'ambiance actuelle, il y a quand même beaucoup de mouvements qui se font aussi et c'est une problématique. C'est une problématique sur l'attractivité médicale aussi. Et là, il faut le dire quand même, il y a quand même un système actuellement qui arrive aussi à bout de souffle. Quand il y a des écarts de revenus dans certaines disciplines médicales, notamment les plateaux techniques que connaît bien Benoît, où l'écart de revenus il est de 1 à 4, voire des fois de 1 à 5, ça devient impossible. Pour la première fois, on a eu un assistant de radiothérapie qui, au bout d'un an d'assistanat, avec brillant, a dit « Ah ben non, j'arrête, je ne fais pas 2 ans parce que je vais à côté. » Il est passé de 3 000 € d'assistanat à 30 000 € en travaillant 3 jours et demi par semaine. Donc là, il y a des écarts tellement énormes que ça devient insoluble. Donc ça, si on ne règle pas ça, moi je vous le dis, on va à une catastrophe dans les hôpitaux publics ou CLCC. À un moment donné, on va à une catastrophe. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de radiologues, de médecins nucléaires, de radiothérapeutes, ou alors il y en aura, mais voilà, qui voudront travailler 3 jours par semaine, partir à 4 heures, enfin, comme on entend de demandes actuelles, quoi. Donc là, il y a un vrai problème, mais c'est un problème général. Je sors un peu du sujet, mais on est quand même sur les RH. Donc c'est, je pense, un sujet majeur. Bien sûr, on travaille sur l'attractivité par les conditions de travail. Et ça, c'est très important. Ça a été dit par notre interne au CHU. Encore une fois, la direction médicale fait que, je dis toujours, les médecins doivent faire un travail de médecin. Il est hors de question qu'ils fassent du secrétariat. J'ai vu dans certains CHU des seniors médicaux qui tapaient leur courrier pour que ça aille plus vite. Ça, c'est pas possible. Donc, on met quand il faut des assistantes médicales en plus pour que vraiment le médecin il fasse un boulot de médecin. L'infirmière, un boulot d'infirmière et pas d'aide-soignante, etc., etc. Et chacun doit... ça aussi, c'est un des problèmes peut-être dans les hôpitaux, c'est le glissement des tâches qui fait que... Et ça, c'est un problème de reconnaissance aussi. Par contre, on est en train de développer beaucoup les parcours aussi parce que, pour les personnels, parce que les manipulateurs, on fait des infirmières expertes et tout. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème sur les infirmières parce qu'à un moment donné, c'était dit... quand on a été 15 ans infirmière dans un service qu'on connaît parfaitement et tout, on arrive un peu au maximum. Et là, comment évoluer si on n'est pas cadre? Ça, c'est une des problématiques. Donc, on développe bien sûr les IPA, etc. Mais là, on est confronté au même problème que tout le monde.
Donc voilà, on ne sort pas du cadre général actuel qui est pas simple, mais on a, je dirais, cet avantage d'avoir une taille encore humaine, un sens qui est plus simple parce qu'on va tous sur un domaine qui est la lutte contre le cancer, une direction médicale avec un binôme DG-DGA, mais la prééminence quand même de la direction et du point de vue médico-scientifique, l'intégration à la recherche, on va en parler, mais qui est aussi un domaine important et qui permet de fidéliser un certain nombre d'acteurs de grande valeur qui restent parce que justement, ils ont cette appétence pour la recherche, ils ont du temps recherche dédié. J'ai des médecins qui ne sont pas PUPH parce qu'il n'y a pas le poste, etc., mais qui ont une HDR et qui ont un jour ou 2 jours dédiés pour la recherche. Parce que ils ont... Et là aussi, bon, les hôpitaux le comprennent un petit peu mieux maintenant, mais il faut savoir que dans les revenus, les publications, les points SIGAPS et la recherche, c'est une part très importante. Et là aussi, il faut savoir investir. C'est-à-dire donner du temps recherche que vous allez récupérer, mais 2 ans, 3 ans après, pas tout de suite. Mais par les points SIGAPS, on l'a vu, là, on a fait tout un effort, là, et en 4 ans, on a vu qu'on a doublé nos points SIGAPS. Et ça, c'est des millions d'euros. Donc, mais par contre, c'est des investissements au départ. Et c'est tout ça qui est difficile. Et je pense que cette vision un peu trop comptable au départ, qui est de dire il faut absolument, quand vous faites une action, être sûr que ça va être rentable, qu'on aura équilibré le budget, etc., c'est difficile dans un domaine comme la médecine et la recherche. Il faut à un moment donné le sentir, savoir ce qui va créer de l'activité ou créer de la richesse et puis investir. Voilà, enfin, il y a des tas d'exemples comme ça, mais je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long. Pour dire donc, je crois que le modèle des centres est un bon modèle de gouvernance. Je ne dis pas que c'est applicable à tous les hôpitaux comme ça du jour au lendemain, mais je pense que la responsabilisation, et je pense que l'exemple de Valenciennes est un excellent exemple, la responsabilisation médicale au sein de pôles fonctionnels avec une pathologie un peu commune, je pense que c'est le modèle qu'il faut défendre. Et puis avec très certainement des réformes du financement des hôpitaux, parce que je pense qu'on arrive aussi au bout de la T2A, qu'elle a des effets pervers dramatiques, et que pour redonner le sens aussi, je terminerai là-dessus, ça a été dit, mais je le redis, des soignants. Je vais faire une évaluation dans mon hôpital du temps passé par les infirmières et les internes devant l'ordinateur, et de vraiment le chiffrer, le comptabiliser, et de demander après au service informatique, aux techniciens, d'imaginer tous les outils possibles pour réduire ce temps passé devant un ordinateur et le remettre devant les soins, parce que c'est la plainte que j'entends le plus souvent des soignants, c'est on n'a plus le temps de parler aux patients, de parler aux familles, de passer du temps, et on doit courir toute la journée. Et ça, c'est pas normal. Donc il faut vraiment revenir là, mais il y a beaucoup de boulot. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Vraiment un très très grand merci à vous également, professeur Ichou. Bon, on arrive à la fin de notre conférence. Alors, je voudrais certainement pas faire une conclusion, mais il y a quand même quelques éléments qui reviennent et qui dépassent le stade hôpital, clinique privée, et on arrive aussi à l'entreprise. Il y a une chose que je vous donne comme avis personnel, mais je pense qu'en fait, quelle que soit l'entreprise, il faut faire en sorte que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Quand quelqu'un est motivé, qu'il fait ce qu'il aime dans son travail, qu'il est compétent et que ce travail répond à ce qu'attend l'entreprise, je pense que nous sommes vraiment dans un élément vertueux. Et pour ça, on a quand même dit aussi, il faut réconcilier l'individu et l'entreprise. Il faut que le projet d'entreprise ne soit plus seulement un projet économique, mais qu'il s'inscrive dans un projet, comme on dit, RSE. Mais dans RSE, il y a social, c'est l'individu. Il faut que le personnel dans son entreprise se sente important et reconnu. Voilà, je pense, les choses qui comptent. Que l'harmonie de la vie privée et que la vie professionnelle soit réelle. Et qu'au total, quand quelqu'un se sent bien, se sent reconnu, se sent payé justement à sa juste rétribution, à son juste travail, je pense qu'on peut arriver
à des choses extrêmement efficaces. Voilà, c'était mon message personnel. Je voudrais vous remercier tous pour la qualité de votre présentation, les questions, les débats. On est ravis. On est ravis. Je m'adresse à Laurence et à Claire, nos partenaires. Merci. On va trouver d'autres sujets, mais déjà en octobre, on a des sujets beaucoup plus terre à terre. Je suis désolé, mais on y revient toujours. Ce sera notre 9e conférence Finance hospitalière avec notre complice de la revue qui porte le même nom, Finance hospitalière. Et on va aborder d'autres questions que doit affronter la direction de l'hôpital, n'est-ce pas, Madame la Directrice Générale, voilà, il y en a beaucoup. Merci. Alors attention, il y a un cocktail au vrai champagne, et puis il y a un très beau cocktail au vrai champagne, et puis alors dans quelques minutes, le beau concert. Voilà. Merci.